l'INSEAC du CNAM. Bonsoir. Il est 17h33. Le temps est venteux. Il fait 13 degrés à l'extérieur. Mes chers amis, à Guingamp réunis, autour du recteur, j'aurais, croyez-moi, sincèrement aimé me laisser interroger par Jean-Michel, en direct, sur un écran, et parler avec vous du sujet qui nous rassemble, à savoir l'éducation artistique et culturelle. Très vite, je vous aurais parlé de poésie, d'humanité, de convivialité, de complexité aussi. Tant je crois, plus encore aujourd'hui qu'hier, à ses vertus. Bien que l'art est essentiel, bien sûr qu'il doit pénétrer à tous les étages du système éducatif et permettre de révéler chez les jeunes des forces insoupçonnées. Ou, tout simplement, une féroce envie de vivre, comme j'ai toute ma vie tenté de le faire. Mais vous devez le réaliser avec celles et ceux qui ont été d'abord, eux-mêmes, bouleversés par des œuvres. C'est la condition pour transmettre, plus encore qu'une émotion, du sens, de la beauté. J'imagine que je ne vous apprends rien, mais avant de faire une cure de sommeil obligée, car je ne suis pas aujourd'hui dans ma meilleure forme, je voulais vous adresser ce petit clin d'œil en signe d'encouragement. Bonne projection, chères citoyennes et citoyens. Edgar Morin. Cher Jean-Michel Jean, merci infiniment d'être parmi nous ce soir. Ce dialogue n'est pas imaginaire, il est là, il existe. Nous, on avait très envie ici de vous parler de rencontres, parce que ce sont des rencontres nationales, et d'utiliser ce mot qui est pour nous au cœur de tout. Peut-être, juste avant de passer la parole à Jean-Michel, vous dire aussi pourquoi on a pensé que c'était très important de vous parler d'Edgar Morin. D'abord parce que Edgar Morin, quand on se dit qu'on va installer l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle à Guingamp, on ne peut penser, n'est-ce pas, qu'à ce très beau livre de la Métamorphose de Plauzevet. Un livre incroyable où des sociologues se sont installés pendant plusieurs années ici pour voir comment la Bretagne pouvait se transformer. Donc oui, les sociologues, les chercheurs qui sont installés en permanence ici, qui ne sont pas dans les grandes métropoles, mais au plus près aussi des territoires tels qu'ils se pensent, tels qu'ils se posent, ressemblent un petit peu à cette aventure fantastique d'Edgar Morin. Donc c'est aussi pour ça qu'on est ici, c'est pour ça aussi que nous sommes à Guingamp, et c'est pour ça que ce soir on reçoit notre ami Jean-Michel Jean, qu'on aime et qu'on prend plaisir à lire, à regarder, à l'entendre, puisque tu es multicasquette. Mais moi, j'aimerais d'abord te poser la question à toi. Qu'est-ce que c'était que cette première rencontre avec Edgar Morin ? D'abord, merci de m'inviter, vraiment. Dans ma région à moi, puisque je suis d'ici. La rencontre avec Morin, c'est il y a 35 ans. Donc c'est très ancien. Et je n'étais pas encore journaliste à l'époque. Et j'ai eu la chance d'écrire dans une revue de la Ligue des droits de l'homme. Et je ne devais pas interviewer Morin, c'était évidemment la patronne du journal qui devait le faire. Comme elle était malade et que les deux seconds étaient à l'étranger, je me suis retrouvé en face d'Edgar Morin. Et j'avais 29 ans. 30 ans. Et je me sentais totalement inhibé par le personnage. Je n'avais pas tout lu ce qu'il avait écrit et il m'avait accordé à peine une demi-heure. Donc c'était vraiment impossible. Et on est restés 4 heures ensemble. Et on ne s'est jamais quitté depuis. Mais vraiment jamais quitté. C'est-à-dire que cet homme, j'ai cheminé auprès de lui comme un disciple, comme on cherche toujours des mentors, des disciples, des mentors, enfin des personnages qui vous éblouissent parce qu'eux-mêmes, par leur lumière, ils vous aident à marcher. C'est aussi simple que ça. Et ça arrive à tous les niveaux, partout. Et j'ai rencontré ce personnage pour parler d'un livre que vous n'avez peut-être pas lu de lui, qui s'appelle « Amour, sagesse et poésie ». Un des rares livres qui sort un peu de son registre habituel. Et je trouvais ce livre formidable. Et donc, je l'ai interrogé là-dessus. Et
puis on ne s'est pas quitté. Et quelques années, très tardivement, après j'ai cheminé de mon côté. Je suis devenu prof à Paris 8 et surtout je suis devenu rédacteur en chef du Monde de l'éducation au Monde. Et là, c'est vrai que la chance que j'ai eue est de connaître Edgar Morin et de diriger ce journal pendant 5 ans, c'était de pouvoir avancer quelques idées novatrices, tenter de transgresser un peu des règles qui n'étaient pas très communes au milieu journalistique. Et c'est là qu'avec Edgar, on a créé le prix Le Monde de la recherche universitaire, qui existe encore. L'idée, c'était quoi? Et on va vite arriver sur les thèses de Morin et tout ce qui nous intéresse ici, c'est d'essayer de trouver des jeunes étudiants dans toutes les disciplines, qui sont capables de croiser d'autres disciplines pour arriver à créer une valeur ajoutée sur leur propre thèse, au sens étymologique du terme. Et on a construit un jury absolument fantastique, avec même quelques recteurs à l'intérieur, et surtout des intellos qui pouvaient donner une légitimité à ce prix. J'avais mis Michel Serres, enfin tous les chroniqueurs que j'ai embauchés au Monde d'ailleurs, ils étaient là. Mais surtout, quand tous les ans, on sélectionnait entre 5 et 10 thèses qui répondaient aux critères de la transdisciplinarité, et très souvent, sinon systématiquement, on avait l'art et la création qui étaient au centre du dispositif, ce qui n'était pas du tout prévu. On avait réussi, avec Laure Adler, à créer une collection chez Flammarion qui s'appelle Les Mémoires du Savoir. Et c'est comme ça que la chose a démarré. Et au fond, on a même, puisque vous êtes certains d'entre vous lecteurs du Monde, jusqu'il y a encore 3-4 ans, vous voyez, ça a duré longtemps, le Monde réservait une page entière, sinon 2, à des extraits de ces thèses qu'on voyait dans le journal. Tout ça vient de cette espèce de compagnonnage totalement informel entre un personnage qui s'appelle Edgar et des équipes, pas seulement moi, mais l'idée c'est de fédérer des énergies très différentes sur des fonds communs. Mais l'idée c'est d'arriver avec Edgar qui ne fonctionne que dans le principe simple de la convivialité, de la fraternité. Si vous le mettez autour d'une table avec du saucisson sec et un peu de vin blanc, je peux vous dire qu'on soulève des montagnes. Donc il y a toujours l'idée qu'il se passe toujours quelque chose dans des lieux qui ne sont pas prévus à cet effet. Et voilà comment les choses ont démarré avec Edgar. Mais là, c'est juste une petite partie, parce que, vous voyez, je suis très content d'entendre ce qu'il a raconté, parce qu'il y a 2 jours, j'étais presque convaincu qu'il viendrait. Mais il a 103 ans. Vous entendez, 103 ans. On a fêté ses 103 ans le 6 juillet dernier, au dernier étage de l'Institut du monde arabe, avec tous ceux qui l'ont accompagné depuis tant d'années. J'en faisais évidemment partie, comme plein d'autres. Mais cet homme, à chaque fois, on lui pose la question simple, mais pourquoi, en gros, tournons autour du pot, pourquoi vous vivez encore à 103 ans? C'est la question que tout le monde a sur le bout de la langue. Alors, bon, on est quelques-uns à pouvoir lui dire vraiment, mais pourquoi tu n'es pas mort? Et il a une réponse qui est d'une simplicité biblique. C'est celle qui consiste à dire, tant que je serai curieux de tout, je vivrai. Et je peux vous dire que c'est vrai. Ce bonhomme est curieux de tout. Ça peut être un texte qui est sorti, ça peut être un personnage, une femme très belle, ou enfin, bref, peu importe. Il y a toujours chez lui des yeux qui pétillent dès qu'il voit quelque chose de neuf. Et ça le met en appétit, au sens métaphorique du terme, et il arrive très bien à construire quelque chose autour de ça. Et à 103 ans, effectivement, c'est de moins en moins vrai, parce que vous imaginez bien que c'est très difficile. Et il y a des hauts et des bas, et comme il le met, il y a plutôt des bas. En ce moment, quand on se parle, il est en cure de sommeil, ce qui n'est pas bon signe, mais il a 103 ans. Et il sait aussi ce que ça veut dire de mourir. Et je reste un mot là-dessus, c'est
quand il est sorti de la résistance, il venait de perdre sa mère et il avait perdu beaucoup de ses amis pendant la guerre. Et il était totalement possédé à l'idée que la mort allait le rejoindre très rapidement. Il avait 25 ans quand même. Et il s'est dit, bah, tiens, je vais écrire un bouquin sur l'homme et la mort. Le bouquin qui est le plus traduit au monde depuis qu'il existe, depuis qu'Edgar est sur Terre. 19 traductions. Et ce livre sur la mort, si vous avez l'occasion de le lire, c'est absolument éblouissant. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui aborde la mort de manière transdisciplinaire. Il parle de la mort de manière médicale, il en parle de manière anthropologique, il en parle de manière poétique. Et quand vous lisez ce texte, vous êtes ébloui par la somme de savoir que ce personnage était capable d'engranger. Et il m'a dit, tu vois, quand j'ai fini ce bouquin, eh ben, j'avais réglé le problème avec la mort. Et s'il vit aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Donc c'est des leçons assez impressionnantes. Hein. L'homme et la mort. Tapez sur Google, vous verrez, ça existe. Mais surtout, c'est un livre phare, majeur. Starobinsky, que vous connaissez sûrement, qui est un personnage qui moi aussi m'a beaucoup ébloui, il m'a dit... c'est un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est L'homme et la mort. Et personne ne parle de ce bouquin chez Morin. On parle d'essais de savoir sur l'éducation, on parle de tout, de la méthode, heureusement d'ailleurs. Voilà. Alors, dans le film que vous verrez, j'en parle un peu, même beaucoup, mais c'est vrai que le personnage de Morin est éblouissant parce qu'il n'y en a plus des comme ça. Voilà, c'est fini. C'est les dernières générations de penseurs qui soient capables de dépasser un peu la manière dont on regarde le monde aujourd'hui. Ils vous parlent de politique, d'écologie, ils vous parlent de tout. Les plus méchants diront que, évidemment, c'est facile de parler de tout quand on ne sait rien. Mais lui, manque de bol, il bosse ces sujets. Il les connaît depuis très longtemps. Et la chance que j'ai eue de faire le film pour Arte, pour ses 100 ans, que vous verrez, là-bas, c'est derrière, c'est justement pour évoquer un personnage qui a toujours creusé le sillon de la marginalité. Il n'a jamais voulu rentrer à l'Académie française, et heureusement, parce qu'il n'aurait jamais été accepté, mais il avait pourtant le profil, et il ne l'est pas. Il assume totalement cette différence, cette forme de marginalité, mais aussi une pensée qui revient en vogue, qui est celle de dire on ne peut pas comprendre le monde dans lequel nous sommes, ça me concerne, ça concerne Emmanuel, ça concerne tout le monde, sans l'avoir globalement. C'est impossible aujourd'hui. Et voilà pourquoi ce personnage, et bravo à toi d'y avoir pensé, je sais que tu aimes Edgar Morin et que tu l'as lu, mais tout le monde ne l'a pas lu, et c'est vrai que ce n'est pas certain qu'on le lise encore dans les années qui viennent. Merci pour ces mots autour de Morin. Dans tout ton propos, Jean-Michel, tu as employé un mot qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, juste avant la rencontre, qui revient souvent dans ta bouche et qui nous semble très important d'explorer dans ce que tu viens de dire, qui est aussi un mot très puissant dans la recherche, très puissant dans l'éducation artistique et culturelle, et qui caractérise quelque chose avec Morin, le mot compagnonnage. Pourquoi il est si important, ce mot compagnonnage, pour toi ? Parce qu'il est le trait d'union entre l'individu et la société. Il y a quelque chose qui fait qu'on devient aimant de ce que nous faisons. C'est quand il y a une rencontre qui s'opère, quand on rencontre des gens à un bon moment de sa vie et que cette rencontre participe à changer un peu l'orientation de la personne des deux personnes souvent d'ailleurs qui se rencontrent. Et quand j'ai compris ça, mais en lisant aussi bien Morin que Paul Valéry ou d'autres, hein, il y a tellement de gens qui ont travaillé non pas sur la notion de compagnonnage, mais d'altérité, d'amitié, parce qu'en fait c'est des mots tout ça. Hein. La réalité, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez un coup de cœur. C'est de l'amour tout ça, hein. Mais on n'ose pas l'employer quand il faut. Mais c'est pourtant ça. Des fois, on fait des choses, on rencontre des gens.
des gens volontairement très différents, et puis il y a un coup de cœur. Et on se dit, pourquoi cette énergie arrive à ce moment-là? Comme on n'a jamais la réponse, on continue. Et puis finalement, on rencontre cette personne 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis, ça fabrique des choses. Mais ça ne rentre pas dans les cases. Ça ne rentre pas dans des évaluations. Ça ne rentre pas dans un système bureaucratique. Ça ne rentre pas dans de l'administration. Ça rentre simplement dans une manière de fonctionner, de piloter des projets, exactement comme tu as initié ici avec l'INSEAC. Mais il y a l'idée que le compagnonnage, c'est l'idée qu'on fait un bout de chemin ensemble. C'est aussi simple que ça. Alors je me le suis appliqué à moi-même, hein. C'est-à-dire que mon compagnon, ça a été effectivement Morin. Mais quand j'étais patron du DESS Management Culturel à Paris 8 et du Master Coopération Artistique, j'ai reproduit ce schéma en affectant à mes 25 étudiants 25 maîtres compagnons. J'étais dans le défi de trouver à côté d'un étudiant ou une étudiante une figure de proue connue ou pas connue, mais expérimentée, qui avait au moins 20 ans ou 25 ans de plus, qui était évidemment à la retraite, c'était plus simple, et qui venait accompagner, compagnonner avec l'étudiant. Avec une règle du jeu très simple, c'est de l'engagement personnel de la part du maître compagnon et une obligation de la part de l'étudiant ou de l'étudiante. Tous les frais des initiatives que prenait le maître compagnon étaient assumés par le master. C'est simple, mais on ne peut pas plus simple. Un exemple, j'avais affecté Bernard Fèvre d'Arcy, qui était à l'époque, qui n'était plus encore, qui était parti d'Avignon, à un des étudiants, tout simplement parce qu'il montait un projet de théâtre aux États-Unis dans le milieu afro-américain qui était assez étonnant. Et je me dis, il ne faut pas raisonner simplement avec les contenus, mais avec l'équation personnelle des deux individus. Donc je passe plus de temps à essayer de comprendre psychologiquement comment fonctionnent mes étudiants à l'époque et le maître compagnon que je vais chercher pour faire le job. Donc je peux me planter, ça m'est arrivé, hein. Je n'ai pas gagné à tous les coups, mais avec les années, ça marchait de mieux en mieux, et puis on faisait le boulot. Mais c'était formidable, parce qu'il n'y en a pas un qui est resté sur le carreau. Évidemment, il y a de la complicité qui s'organise entre eux, et en dehors du champ universitaire, que je ne contrôle pas, et tant mieux, et ça continue, ça fonctionne, sauf que ça s'est créé sur un projet commun. Ça, c'est du compagnonnage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Et ça, il n'y a pas de compte à rendre pédagogique, administratif, financier, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'amour ou le quelque chose qui va passer dedans et qui fait que le projet marche ou ne marche pas. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore peu de temps, Éric Orsena a été maître compagnon aussi. Il y a eu des moments assez étonnants où une amitié s'est créée au-delà de ça. Voilà. Mais tout ça, ça relève aussi d'un espace avec un autre mot qui te tient très à cœur, informel. C'est informel. Moi, je crois beaucoup à l'informel. Vous avez lu ce livre de Un tout petit monde d'un Anglais qui s'appelle... Ouais, je ne l'ai plus en tête, mince. Un tout petit monde de... C'était un best-seller dans les années 70. Bien sûr. C'était un universitaire qui était, comme beaucoup d'universitaires, invité sans arrêt dans des colloques. Et les colloques, en gros, ça fait chier tout le monde. Sauf dans les coulisses. Sauf que dans l'informalité, il se passe des choses... Je fais signe à tout le monde. Ouais, je fais exprès de faire de la provoque. Hein. Mais l'idée que le thème, les débats, c'est souvent intéressant, mais pas toujours. Mais que l'essentiel, c'est d'arriver, on se dit, tiens, il a posé une question dans la salle, c'est intéressant, il faudrait que je le voie après l'intervention. Il peut se passer des choses au déjeuner du midi, il peut se passer un tas de trucs, et on s'aperçoit la masse d'informations qui circulent est plus dense dans l'informalité que dans la formalité. C'est presque une évidence. Sauf qu'on n'arrive pas à l'admettre
comme étant un paramètre d'acquisition du savoir. Et cette acquisition du savoir, c'est valable aussi à l'école, c'est valable à la fac. C'est-à-dire que les cours de récréation, ça sert à ça. Il se passe des fois des choses plus intéressantes dans les cours de récré que dans les classes. Je suis désolé de le dire. Et donc tout ça participe aussi d'une autre manière de voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire que ne nous contentons pas de l'institution, travaillons à côté, avec des artistes qui n'ont pas envie de rentrer dans une institution. Dans ce cas-là, on va ailleurs avec lui. On travaille, on négocie, on contourne, on transgresse. Voilà. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas hors la loi, mais ça aide énormément à construire un projet. Et ça, très franchement, la chance d'avoir rencontré, c'est qu'à le dire, des beaux personnages dans ma vie, et d'universitaire et de journaliste, puisque mon métier c'est journaliste, depuis un moment quand même, et d'écrire des bouquins, faire des films, des trucs comme ça, c'est pareil. Partout des champs nouveaux s'opèrent. Je trouve dans chaque milieu, et surtout là où je suis incompétent, où j'ai besoin d'apprendre, des gens qui sont là, disponibles pour le faire. Et ça, j'aime bien. Le formel et l'informel vont de toute façon de pair. Le nom de l'auteur, c'est David Lodge. Et par rapport à ce que tu es en train de dire sur l'informel, moi, ça me fait vraiment penser à ce souvenir qu'on évoque forcément. On a beaucoup travaillé là-dessus. C'est quoi le prof qui vous a marqué? Et forcément, quand on se souvient, on se remémore du prof qui nous a marqué quand on était à l'école. C'est un peu la clé, ce que tu es en train de donner, la personne avec qui s'est passé quelque chose d'un peu informel. Ça s'est passé dans la classe et hors la classe, dans quelque chose d'assez particulier. Et c'est ça qui marque aussi ce souvenir. Donc merci de cette clé. À mon avis, on touche à quelque chose de précis par rapport à ça. Nous, on a choisi avec... tu veux dire quelque chose là-dessus? Non? Tu veux dire quelque chose sur ça? C'est quoi d'ailleurs le prof qui t'a marqué? Moi, j'en ai eu le micro. Le micro. J'en ai eu un à Dinan. Moi, j'ai fait mes études au Cordelier à Dinan, pour ceux qui connaissent cette école. Et j'ai eu un prof qui à l'époque où moi j'étais persuadé que j'arrêterais mes études en troisième, voilà, il y a toujours quelqu'un qui dit mais non, tu vas continuer, et vite fait en plus, à coup de pied aux fesses. Et donc il me voyait après les cours, il me voyait tout ça. Et ce personnage m'a beaucoup marqué. Et le hasard fait que il y a un an, j'avais projeté mon dernier film que j'ai fait sur Michel Rocard, qui était pour France 2, et a été projeté à Dinan. Et ce prof que je pensais avoir non pas oublié, qui lui-même s'était échappé pour faire autre chose, je le vois revenir dans la salle de projection. Incroyable, hein. Et il demande qu'une chose, je me rappelle, c'était assez autoritaire, mais très, très, très chouette. Et il prend le micro, il explique, voilà, ce personnage qu'elle a, il était dans ma classe. Donc ça me fait un drôle de truc. Hein. Surtout qu'il y a la moitié de la salle qui m'avait connu plus jeune. Mais voilà. Et le deuxième, plus important sûrement, à la fac, c'était Antoine Raybaud, un prof de littérature comparée, grand spécialiste de Tension Perse, qui était un fou dingue, totalement fou. Il s'appelait Raybaud et il s'est spécialisé après Saint-Jean-de-Perse sur Rimbaud. Et comme par hasard, moi j'ai relu Rimbaud tardivement. En gros, j'ai rien compris à Rimbaud quand j'avais 17 ans. Et je l'ai relu à cause ou grâce à lui à Aix-en-Provence, puisque c'était à Aix que je l'ai eu. Et là, j'étais totalement ébloui et surtout interrogé par le fait que je n'avais rien compris la première fois. Et donc ce personnage, Antoine Raybaud, qui est mort maintenant, a passé des heures à m'expliquer pourquoi je n'avais rien compris. Et ça m'a décoincé tout le système intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, mais bon sang, j'avais fermé des petites portes partout, et puis lui, il les a réouvertes, sans avoir été obligé de voir un psy, voir mes parents, voir les frangins et tout ça. Voilà. Donc, il ne faut pas grand-chose pour que ça bouge. Et ce fameux Raybaud, qui est vraiment un personnage ceux qui l'ont eu comme étudiant, et on est quelques-uns, dont Blanquer d'ailleurs, et il nous a marqués.
Il nous a vraiment marqué définitivement. Et voilà, donc c'est les deux qui me viennent sans arrêt en tête. C'est pas beaucoup, hein, pas beaucoup, mais ça suffit. Avant de lancer le film, parce qu'on a décidé avec Jean-Michel de lancer le film un petit peu plus tôt pour pouvoir laisser un espace de discussion avec vous après le film et poser quelques questions et donc pas finir juste sur le film. Moi, j'aimerais que tu me dises une chose. On est ici dans un lieu pas très loin d'Ernest Renan et tu prépares quelque chose sur Renan et tu m'as dit tout à l'heure aussi qu'il y avait peut-être des liens, des fils à tirer entre Morin et Renan. Est-ce que tu peux m'en parler, et de Renan, de ce que tu prépares. Et quel fil y aurait-il entre les deux? Renan, moi j'ai toujours, étant né ici, avec des parents, ma mère en particulier, qui parlait de Renan, et à chaque fois que je posais la question, mais c'est qui Renan? Ma mère ne savait pas répondre. Personne ne savait répondre. Et encore aujourd'hui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'au fond, vous dites Ernest Renan, puisqu'il y a des rues Ernest Renan partout en France, même à l'étranger. Il y a des rues, il y a des lycées, des collèges Ernest Renan, il y en a partout. Mais en fait, vous demandez qui est Renan, personne ne sait qui c'est. Et donc, je m'étais dit, un jour, je ferai un film sur Renan. Je ferai une grande émission, ce que je prépare là en ce moment sur France Culture, sur Ernest Renan, et un livre. Je fais les trois en même temps, ça c'est terminé. Et puis, et donc voilà, je viens de finir le livre la semaine dernière. Donc, il sort là, au tout début de l'année. Mais ce personnage, donc j'ai passé 1 an, je me suis épuisé à aller à Tréguier tous les 3 semaines à peu près, et ailleurs, pour essayer d'aller comprendre pourquoi on ne l'aimait pas. Et surtout pas quand on le méconnaît. Bon, il faut simplement savoir, si on en a pour 2 heures, hein, si je commence là-dessus, mais Renan, c'est l'Edgar Morin du 19e siècle. C'est un personnage qui avait eu un parti pris, c'est de ne pas se spécialiser. Alors, pour ne pas spécialiser, il a passé une agrègue de philo où il est arrivé major. Il a passé un doctorat de théologie, d'histoire des religions. Il s'est spécialisé dans plein de domaines qui n'ont rien à voir. Pour devenir en fin de compte un historien des religions, mais il faut savoir qu'à 25 ans, ce personnage était destiné à être évêque. Donc il a fait les séminaires, Saint-Sulpice, Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris, les grandes écoles. Il était particulièrement doué, il était à l'école ecclésiastique, comme on les appelait à l'époque, de Tréguier, et on l'a vite repéré comme étant un vrai surdoué, c'est-à-dire que c'était un hypermnésique. Des hypermnésiques, on n'en trouve pas tant que ça. C'est des gens qui se souviennent de tout. Vous lui filez un bouquin, un Renan, vous le faites réciter 4 jours après, il le récite. Donc le personnage est assez éblouissant, on le remarque, et lui se met à croire en la science comme personne n'a jamais cru en la science. C'était l'époque où le progrès industriel commençait à émerger, et tous les grands de l'époque, Hippolyte Taine, Anatole France, Marcellin Berthelot, chimiste, tous se sont dit, mais ce personnage, il n'est pas comme nous, il peut traiter 10 000 sujets en même temps et surtout faire ce que Morin a essayé de faire, essayer de les assembler, de les relier pour comprendre le monde, notamment dans la médecine, de la même manière. Voilà, ça a été ça, Renan. Mais évidemment, comme on le considère comme un apostat, c'est-à-dire quelqu'un qui, en gros, a défroqué, puisqu'il a quitté le séminaire la veille de son ordination, il a été... à l'époque où l'Église catholique est encore hyper puissante, il s'est fait traiter de blasphémateur et il a été radié des cadres, si je puis dire, montré du doigt toute sa vie. Et malgré le fait d'avoir été non seulement brillant, mais très populaire en France pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle, en 1863, qui s'appelle « La vie de Jésus ». Et c'est le premier qui arrive à démontrer que les miracles, c'est de la connerie. À démonter mécaniquement un certain nombre de parties assez sulfureuses de la Bible qu'il arrive à ressortir du contexte, à démontrer que c'était faux. Et comme personne n'a réussi à le contester, ça a été validé. Et ça contre l'Église, évidemment. Donc ça a été
ça a été énorme. À une époque où Victor Hugo sortait Les Misérables, lui sort La vie de Jésus. Victor Hugo vend 10 000 exemplaires, ce qui est énorme à l'époque. 10 000 exemplaires. Eh bien, Renan en vend 400 000. 400 000. La France entière lisait Renan. Il était déifié. Voilà. Et ça continue, mais lui, il préférait aller bouffer, manger. Voilà. Le personnage ne voulait pas s'embarrasser, même quand il était professeur au Collège de France, même quand il est rentré à l'Académie française. C'est un personnage qui ne voulait pas s'embarrasser de contraintes qu'il n'avait pas choisies. Et puis en 1882, largement après la guerre de 1848, et après la défaite de Sedan, en 70, Renan va à la Sorbonne et fait un grand discours sur la nation. Puisque tout le monde se foutait sur la gueule entre les Allemands, les Français, partout. L'Europe était en feu. Qu'est-ce que fait Renan? Il dit, je vais faire un discours, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une nation. Une nation. Et là, c'est pareil, exactement le même phénomène qu'avec La vie de Jésus, alors que ça n'a rien à voir. Il fait un dégagement politico-scientifique sur la nation, tellement impressionnant que quand la guerre de 14-18 s'est terminée, quand la SDN a été créée, je vous fais un cours d'histoire très rapide, la Société des Nations, qu'est-ce qu'on a pris comme base de travail pour créer la Société des Nations et ensuite l'ONU? Le texte j'allais dire Edgar Morin, l'histoire de Renan, le texte de Renan. Et la nation, le discours sur la nation, est encore aujourd'hui un des textes qu'on produit le plus lors des concours de la fonction publique, de la haute fonction publique. À l'ENA, c'est un texte qui revient quasiment tous les ans. C'est le seul qui a pensé la nation de manière aussi grandiose, aussi symbolique et aussi poétique. Voir le bouquin de Pascal Horry, également breton d'ailleurs, qui a fait un truc sur qu'est-ce qu'une nation chez Gallimard. Et en fait, tout le fond de sauce de sa thèse à lui, c'est Renan. Voilà. Donc j'arrête là parce qu'on peut en parler des heures. C'est tout chaud pour moi, donc j'en profite. Mais c'est vrai qu'il y a une correspondance incroyable entre Morin et Renan. Là, je suis obligé de te poser une question à toi, parce que en t'écoutant parler de Morin, Renan, hier pour ouvrir le séminaire, je citais ton intérêt dans le très joli livre Aux Arts citoyens sur l'éducation artistique, un livre qui s'ouvre sur la figure de John Lennon, qui n'est pas reconnu quand il est petit, il se demande pourquoi. Qu'est-ce que c'est les fils rouges dans la tête de Jean-Michel Jean entre toutes les personnes auxquelles tu prêtes ton attention dans ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces personnes, et qui sont toutes les figures sur lesquelles tu travailles? Rocard, tu as parlé de Rocard tout à l'heure. Rocard, Morin. Je pense, moi je suis un peu comme... J'ai toujours peur qu'on rate des Mozart quelque part, des gens brillants qui passent parce que l'institution les a ratés. Je pense que c'est vrai en plus. Et je pense que chez les artistes, chez les gamins des quartiers, comme on dit, il y a des petits génies qui se baladent partout, mais on n'est pas arrivé à les choper au bon moment. On arrive toujours avant ou après, pas au bon moment. Et je me dis que les efforts qu'on peut faire, nous, éducateurs, avec un grand E, c'est de ne pas se presser pour les éjecter. Il faut les garder, il faut pouvoir essayer de trouver le meilleur en eux. C'est très idéaliste ce que je dis, mais c'est très humaniste aussi. En fin de compte, c'est l'idée que ceux qui possèdent un cerveau droit bien développé, donc le désordre, contre le cerveau gauche qui est celui de l'ordre, moi je parie toujours sur le désordre. Je parie toujours sur les cerveaux créatifs, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient artistes, qu'ils soient profs. Il y a des gens qui ont des cerveaux gauches, cerveau droit, beaucoup plus développés que d'autres. Or, c'est là que ça se passe. C'est dans la création que les choses sont intéressantes. Ce n'est pas dans la conformité. C'est quand on prend le risque d'inventer quelque chose, même si on se plante. Il faut prendre le risque de le faire. Et ça, c'est quand même extrêmement agréable de pouvoir être là, l'accompagner. Voilà, donc, des fois, je me plante aussi, mais il y a des gens qui sont... les gens que j'étudie, sur lesquels je travaille, je fais des films. Par exemple, moi, j'ai fait il y a très longtemps une biographie de Léopold Sédar Senghor,
parce que j'ai toujours adoré ce type. Pourquoi? Parce qu'il était à la fois chef d'État et poète. Je me dis, c'est pas possible. On ne peut pas être chef d'État et poète. Donc j'ai passé 2 ans au Sénégal pour comprendre ça. Tout le monde se foutait de moi, mais j'ai trouvé un plaisir fou d'aller découvrir un personnage et publier chez Gallimard un bouquin, la biographie de Senghor. Bon, et puis d'aller voir Aimé Césaire pour qu'il m'explique pourquoi son copain Senghor était moins fou que lui. Voilà, donc on essayait de trouver toutes les astuces pour comprendre les personnages, mais j'en reviens toujours aux personnages. Voilà, je n'ai pas de clé autre que l'intuition comme moteur, hein, c'est l'intuition. Voilà. Mais encore une fois, des fois je me plante aussi, hein, je parle que ce qui marche là, mais je me suis planté sur plein de trucs aussi. Hein. Tu me disais aussi que tu pensais qu'on a tous en nous encore un petit cerveau créatif, imaginatif, tout le monde là. Ça veut dire oui, quoi tout le monde là. Ouais. On est avec, on a toujours un cerveau coupé en deux. Hein. Donc faut que ça se fabrique. Il y a un type avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi, que j'ai fait beaucoup écrire dans Le Monde à l'époque, parce qu'il aimait bien le monde de l'éduc, c'était Boris Cyrulnik, que vous connaissez sûrement. Moi, j'ai appris avec Cyrulnik des trucs que je n'avais jamais appris à l'école, ni à la fac, et notamment tout ça. Et puis un autre type qui s'appelle Howard Gardner, qui a écrit un bouquin, je vous recommande, qui s'appelle Les 7 intelligences. Et là, vous allez vite comprendre que quand on parle d'intelligence, ça n'a strictement aucun intérêt. Il y en a plusieurs. Il faut simplement essayer de capter celle qui est la majeure. Avec celle-là, on peut jouer sur les mineurs. Mais rien n'est compact et définitif. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas se contenter de reprendre ce qu'on dit dans le système éducatif aussi. On reprend sans arrêt les mêmes choses. Mais des fois, il faut s'arrêter un peu et puis peut-être découvrir que les gens qui sont créatifs sont quand même les plus intéressants. Voilà, c'est tout. Donc on va regarder un film avec un grand créatif, Edgar Morin. C'est surtout un grand méditatif, un grand réflexif. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi il a une telle audience pour une certaine génération. Hein. Je ne dis pas que tout le monde. Les nouvelles générations, on en parlait avec Emmanuel. C'est vrai que je ne suis pas certain que Morin, lire la méthode, c'est quand même 7 volumes, il faut se le taper, hein, c'est pas simple. Hein. Mais franchement, quand vous lisez ça, ça nettoie aussi hein, le propre cerveau. Hein. C'est vrai. Et il a un point commun avec toi, c'est qu'il est sociologue. C'est quand même... il a commencé dans la sociologie. Je me sens mieux tout de suite. Ouais, mais il est quand même... au départ, c'est un sociologue. Et un sociologue du cinéma, ce qui est pas rien. Je pense que c'est un des aspects qui, moi, m'a toujours passionné chez Morin, puisque son premier livre porte aussi sur... Enfin, ses premiers livres portent aussi sur les stars, sur son observation assez étonnante du Festival de Cannes. La mesure entre la star en vrai et l'imagination qui va avec, et tous ces petits écarts du réel à la vérité, et son attention de sociologue du cinéma qui est de sociologue avant tout. Morin, c'est celui qui, en sociologie du cinéma, vous dit toujours regardez les films même les films de fiction que vous êtes en train d'observer et regardez ce qui se passe à l'arrière-plan. Ça trahit du monde quotidien, du monde qui est le vôtre, même les films de science-fiction, quelque chose qui dit tellement de choses de notre époque qu'il faut se doter des outils pour pouvoir les décoder. Ça, j'adore. Ça, c'est une pensée profondément complexe, mais qui trahit en tout cas réellement une sociologie vivante et sympathique, parce que tout le monde peut en faire vraiment, à condition d'avoir la rigueur qui permet de le faire, sincèrement. L'audace, puisque en même temps, faire un bouquin sur la rumeur d'Orléans, de Plozévé en Bretagne, pour raconter comment vivent les Français, et prendre un village comme ça, et puis travailler sur les stars, enfin, vous imaginez, même aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça, il n'est pas crédible. Si tu travailles sur trop de sujets différents, tu n'es pas crédible aujourd'hui. Mais lui, il l'a fait avec une rigueur qui est difficile à reproduire. Mais au fond, c'est lui qui a raison. Parce que tout ce qu'il a fait sur le cinéma, il l'a sorti de la sociologie. Il a réussi, quand il a fait vous verrez dans le film, son séjour aux États-Unis, en écoutant John Lennon derrière lui, il s'est mis à repenser son principe de la méthode de manière mais extrêmement culottée.
Tout le monde s'en est inspiré. Tous les profs de l'époque ne pouvaient pas ne pas lire Morin, parce que c'était une influence colossale. Et voilà, donc moi je dis chapeau à ces types-là, parce qu'au fond, on apprend avec eux, plus qu'avec des monodisciplinaires. Ben voilà, une belle manière d'introduire le film. On va laisser, j'allais dire, la parole à l'image maintenant. Juste un mot pour dire que le tournage de ce film que vous allez voir, donc le film, c'est pour Arte, c'était pour célébrer ses 100 ans, c'était pour les 100 ans. Et donc, quand j'ai tourné le film avec mon équipe, c'était pendant le Covid. C'était très compliqué parce qu'en plus, il était malade, déjà très malade. Il y a eu 2 crises cardiaques pendant le tournage. Et finalement, on l'a fait quand même. Toujours parce qu'il était curieux. Curieux, et je crois qu'à 100 ans, Edgar Morin, on le voit sur certaines images, danse encore. Mais il danse. Merci. Moi, je suis un arbre qui dissémine ses plantes. Je les dissémine à travers mes livres, mes articles, mes communications, etc. Là-dessus, je trouve des esprits qui sont intéressés, j'en suis enchanté, mais je ne les considère pas comme mes disciples. Et cette méthode ne s'applique pas mécaniquement. Elle appelle les esprits à développer leur puissance de compréhension personnelle. Ce qui flotte en l'air, c'est son ressentiment à l'endroit de ceux qui disent connaître son œuvre, mais ne la lisent pas, qui ne cherchent aucunement à le comprendre, alors que jamais les mots interdisciplinarité, convivialité ou complexité n'ont été si usités dans le langage commun. Une contradiction cette fois bien réelle et qui, pour l'auteur de la méthode, a décidément bien du mal à être dépassée. Edgar Morin reste la victime collatérale d'une élite exaltée par toujours plus de modernité. Et si, en définitive, l'auteur méconnu d'amour, poésie et sagesse n'était pas aussi la bienveillante caution magique de notre époque? Celle d'un monde déboussolé qui convoque en catastrophe des libres penseurs de sa trempe pour tenter de comprendre a posteriori ce qui lui arrive. Jean-Michel, d'abord un très grand merci. Ce film, résume, en tout cas donne envie de peut-être lire la méthode à ceux qui ne l'ont pas vue. On a compris le message de la fin. C'est aussi un film qui, à mon avis, est très inspirant. C'est très joli le texte qui est dit à la fin sur convoquer quelqu'un de ce type au moment où on a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que c'est quelque chose qui était important de conclure de cette manière-là, ce film ? Ça marche ? Oui, ça marche. Quand on écrit un film comme ça, c'est sûr qu'il vaut mieux conclure sur une interrogation, parce que moi, ce qui m'anime, c'est de parler d'un type qu'on ne connaît pas vraiment, mais surtout que ça engage ceux qui regardent à acheter les bouquins. C'est-à-dire qu'au fond, un film ne suffit pas à expliquer un personnage. Même si on devine en 1 heure tout le potentiel qu'il y a de suggestion. Mais comment vous voulez raconter la vie d'un type qui a 103 ans, enfin à l'époque 100, en 52 minutes? C'est absolument impossible. Donc l'idée dans un documentaire, c'est ça, c'est d'arriver à picorer les bons moments d'une vie et puis en faire un peu le sel du récit. On parlait de récit tout à l'heure, c'est un récit. C'est-à-dire qu'il faut que ça mette en appétit. Alors je ne sais pas si j'ai réussi, mais il y a d'autres films que je réussis mieux et d'autres que je ne réussis pas du tout. Mais là, la complication pour moi, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai fait 20 films dans ma vie, mais là, j'ai eu un problème de fond, c'est que c'est extrêmement difficile de faire un film sur quelqu'un que vous connaissez bien. On perd la distance critique, on est dans une espèce de faux doigté, on est dans du ouaté aussi, c'est très compliqué. Voilà, donc, mais en même temps, le bonhomme, il voulait absolument pas que quelqu'un d'autre le fasse. Donc je l'ai fait, voilà, c'est tout. Mais je suis très content de l'avoir fait. Mais en le revoyant, je ne l'avais pas vu depuis un moment.
Bah évidemment, j'ai dit, on aurait dû en rajouter une demi-heure de plus quand même, ça aurait été plus sympa. Il a vu ce film? Ouais, il a vu même. On a fait une avant-première à Paris, à la BNF, je crois. Et là, j'avais les jetons parce que je voulais absolument pas qu'ils voient les rushs, qu'ils voient ce qu'on appelle les visionnages avant un film dans le studio. Je lui ai dit non, tu viens pas, tu feras comme tout le monde, tu viendras à la première. Et puis, j'ai eu un doute. Je me suis dit, il a dû le voir parce qu'il faisait la tronche en arrivant. Il faisait un peu la tête. Et puis je lui ai dit, écoute, ce serait bien que tu parles à la fin quand même. Tu dis la réalité, comment ça s'est passé. Voilà. Il me dit, non, je ne parlerai pas. Bon, c'était mal barré quand même la soirée. Et puis il y avait, en plus, dans la soirée, il y avait le ministre d'alors, Blanquer, plus il y avait évidemment tous les gens qui ont côtoyé... qui ont côtoyé Morin. Voilà, donc, et puis, moi, dans ce cas-là, je me mets au fond de la salle, quand c'est une avant-première, enfin, quand personne n'a vu le film, en fait. Et puis, j'essaye de ressentir, par les frissons, les mouvements de tête, comment les gens... Ça se voit vite, hein, au bout d'un quart d'heure, vous savez, si c'est raté, ou si, au contraire, ça marche. Et puis, à la fin, bon, ça a été... Et puis au moment où j'allais, comme je fais à chaque fois, entendre les questions, les critiques, tout ça, il prend le micro, il se lève et il parle, alors qu'il venait de dire une heure avant, je ne parlais surtout pas. Donc c'était assez sympa. Et puis en fait, il a trouvé ça bien. Donc voilà. Et puis après, bon, tout le monde y allait de ses questions, mais ça c'est normal. Mais c'était pas facile pour moi hein, de parler d'un personnage que j'admire quand même. Donc c'est quand même chiant de pouvoir être critique. Moi, ce qui m'a toujours étonné dans la pensée d'Edgar Morin, et c'est pour ça que je pense qu'il faut la conseiller aussi aux étudiants, elle a quelque chose d'important aussi dans cette démarche. Je crois que quand on commence à travailler sur un sujet, on a le monde académique, le nôtre, qui a souvent tendance à dire effectivement spécial-histoire. Et au fur et à mesure qu'on se spécialise, je pense qu'on a toujours conscience de tout ce qui nous manque pour analyser les choses. Et je crois que ce qu'il y a de fort et de puissant chez Morin, et on le voit très bien dans ce film, c'est de ne jamais renoncer, de continuer à dire ok, voilà, quitte effectivement à s'attirer la foudre de ses pairs, qui visiblement, j'avais jamais vu cet extrait de Bourdieu, mais je comprends mieux pourquoi ça l'a. C'est de l'inédit, hein, c'est ouais. un truc que j'avais gardé dans un coin, mais ils se détestaient. Hein, ils se détestaient. Et en fait, cette partie du Bourdieu que tu as vu, là, que vous avez vu, elle avait été censurée dans un autre film. Et donc, je l'ai montré à Edgar avant que je le fasse réagir, mais au débeauté avec mon portable. Sinon, il n'aurait pas dit. Voilà. Et alors, la dernière chose, à vous de passer la parole à la salle, cette façon sur la fin de sa vie, d'être convoqué par le politique, les politiques, et de faire réagir. Il y a Jean-Gabriel hier disait, on conseille les politiques, ils suivent nos conseils, après on n'est pas content quant à la manière dont ils ont suivi. Qu'est-ce qu'il en dit, Edgar, de ça, ouais, des politiques, de la politique? Je le dis en commentaire dans le film, quand même. Je dis, il est quand même dans le désenchantement. Hein. Mais il s'est dit, c'était à l'époque, c'était en 99. Hein, moi, j'étais encore au Monde, oui, c'est ça. Quand il s'est lancé à corps perdu, il s'est dit, bon, maintenant, moi, je vais mettre les mains dans le cambouis, je vais faire des rapports, je vais dire partout que le système ne va pas, je ferai des rapports. Et puis l'UNESCO a été tellement contente qu'elle a permis à Edgar Morin de faire le fameux travail sur les 7 savoirs nécessaires à l'éducation. Et là, il s'est vraiment impliqué beaucoup là-dessus, mais d'une façon enfantine. C'est-à-dire qu'il n'avait absolument pas conscience de la manière dont fonctionnait le politique. C'est-à-dire qu'il y a le discours politique, il y a la philosophie politique, ça, il connaît très bien. Mais la pratique politique, celle qui consiste à aller voir des cabinets, de voir comment l'administration fonctionne avec un ministre, et ainsi de suite, tout ça, il ne savait pas. Donc, il s'est aperçu qu'il pensait qu'en donnant le rapport au directeur des enseignements supérieurs, ça suffisait. Et il a vu que c'était un combat, mais un combat permanent avec
il fallait faire des prises de judo en permanence pour gagner la partie. Il fallait, on connaît tout le cambouis, la cuisine. On est en plein dans l'actualité de la cuisine en ce moment vis-à-vis de la politique. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'y est mis, franchement, et puis très rapidement, il a vu que ça ne servait pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'il va rester des traces. Certainement que ça a touché des gens et que son travail a été lu par un nombre assez important d'enseignants qui ont découvert à ce moment-là que le personnage valait le coup. Et là, ça a été très profitable. J'ai à ce moment-là été souvent avec lui pour animer des débats, justement, comme tu fais là. Et on poussait dans ses retranchements et les enseignants ont été marqués. Mais c'est une minorité, très petite minorité. Donc là, il a levé le pied. Il a levé le pied, mais il a un moment de désenchantement parce que, comme vous avez remarqué, il s'exprime totalement naturellement. Il n'a pas de surmoi particulier dans ses émotions. Donc il les exprime. Voilà. Et là, il a envoyé paître beaucoup de ministres à l'époque qui venaient le chercher. Il a dit non, allez vous faire foutre. Puis voilà. La salle. Allez, n'ayez pas peur de critiquer, de dire que c'était pas bien, tout ça. Vous pouvez dire le contraire aussi. Hein. Oui aussi. Ah, il y a... Le micro arrive vers vous. Alors, il y a une question en haut, en bas. Regarde. Oui, non, ça ne marche pas. Si, ça va. Il remarche. Bon, c'est bon. Non, merci beaucoup de ce film sur Edgar Morin que moi, je n'ai pas lu. Je connais comme personnage public et tout ça. Je n'ai pas lu les textes d'Edgar Morin, sauf un. C'est le livre qu'il a écrit sur son père, qui s'appelle Vidal et les siens. Je vais juste raconter une anecdote, parce que moi, je l'ai rencontré une fois, à cette occasion-là. Il se trouve que la famille Carasso, dont je m'appelle comme ça, une famille de Salonique, du même endroit qu'Edgar Morin. Et donc, mon père avait lu ce bouquin qui raconte bien l'histoire des Juifs de Salonique dans le détail et tout ça, et qui est un livre très... Alors, mon père n'était pas d'accord avec un petit détail, donc il lui a écrit en disant « Attendez, là, il y a un petit truc, c'est pas ça, je ne sais plus ce que c'est ». Et puis, c'était à l'époque du Minitel. Quand il y a eu le Minitel, on pouvait trouver les gens. Mon père, il a fait ça, il a cherché tous les Carasso de France qui se trouvaient sur le Minitel. Il en a trouvé un certain nombre, je ne sais plus combien, et ils ont fait une réunion sur un bateau à Paris, sur une péniche. Et ils ont invité Edgar Morin à venir raconter toute l'histoire de la ville de Salonique, des Juifs de Salonique, de l'accueil, ça. Et j'en garde un souvenir absolument bouleversant. À la fois par la puissance de ce qu'il avait raconté, j'ai découvert, mais aussi sa joie et son plaisir d'être avec des gens de ces origines-là et d'en parler, tout ça. Voilà, c'était juste une petite anecdote. Merci beaucoup pour ce film. Merci. Il y a une question là-haut. Merci. Oui, un grand merci pour ce document qui est formidable et parce qu'il nous permet d'accompagner une pensée en mouvement. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que vous montriez Edgar Morin en train de danser, parce que pour moi, la danse est une manière d'amener la pensée à un endroit qui n'est pas forcément attendu. Et évidemment, dans le parcours d'Edgar Morin, il y a toute cette attention à l'écologie. Et aujourd'hui, ce qui, moi, me semble important en parlant d'écologie, c'est d'aborder l'écologie, une écologie humaine. Voilà. Et la danse est très forte à ce niveau-là. Voilà. Merci. Merci.
Merci pour tous ces partages, pour me faire découvrir Edgar Morin et pour ces films. Et j'avais plein d'autres questions avant, mais là j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça vous fait de regarder votre propre film? Et aussi l'avis d'un ami à vous. Est-ce que c'est plutôt un regard critique, plus émotionnel? Bon. En général, quand je revois... D'abord, j'aime pas trop revoir ce que j'ai fait, parce que je vois toujours que des défauts après. Mais ça, c'est valable pour beaucoup de gens. Pour le livre, c'est pareil. Quand je relis les livres, les miens, je dis putain, mais j'ai raté un truc, pourquoi j'ai pas fait ça, et tout ça. Donc je suis plutôt dans cette espèce de réflexe. Bon, avec quand même l'idée d'être content de l'avoir fait. Hein. Faut pas non plus se faire trop de mal. Mais dans le cas d'Edgar, je le redis puisque je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais je suis pas certain d'avoir fait un très bon film parce que je le connais trop. Voilà. Et s'il y a une leçon qu'il faut garder à l'esprit quand on fait un travail qui est destiné à un large public, parce que ce film, vous le trouvez encore sur les plateformes Arte, donc c'est pour vous dire les gens ont envie de connaître ce bonhomme, et il n'y a pas eu beaucoup de films sur Edgar. Mais c'est le fait que je pense qu'il faudrait qu'il accepte, maintenant c'est un peu tard, mais qu'il accepte que d'autres réalisateurs fassent un film sur lui, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a 2 moments très critiques sur lui à Ploseve, notamment quand et là j'ai senti il était comme quoi même mon labo est un grand intellectuel, mais quand même c'est comme si je lui avais donné une petite claque quand même sur la joue. Donc, mais je lui dis mais c'est comme ça mon gars, tu vois, on ne peut pas faire un travail, ça n'existe pas la géographie. Ce qui compte, c'est faire un travail qui se rapproche le plus possible de ce qui a pu se passer au moment. Mais Ploseve, c'était un drame national. Faut quand même. Toi, tu as bien connu cette période, mais pour l'avoir étudié. Mais les critiques qui ont pu être émises à son endroit dans ces années-là, c'était méchant. Hein. C'est-à-dire que c'était un espèce de viol moral sur une population. Et moi, je me sentais en droit, en obligation de restituer une partie de ce qui est normal. Je fais mon boulot, c'est tout. Mais enfin bon, c'était pas non plus très méchant, mais parce qu'il en a subi d'autres foudres. Mais de revoir le film, dans tous les cas, ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Ça fait quand même toujours plaisir, mais je sais que je changerai pas mal de choses quand même. Juste pour la petite précision, quand vous voyez la couverture du livre, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, ça ne s'appelle pas La métamorphose de Ploseve, mais de Plomédette, juste parce qu'il a fallu à l'époque changer le nom. Aujourd'hui, il existe sous le vrai nom. C'est vrai. Voilà, c'est important de le dire aussi. Est-ce qu'il y a encore une remarque, une question dans la salle? Ce sera la dernière, au cas où. Allez, une petite dernière pour la route. Oui. Ah, je croyais qu'il y avait... Bonjour, désolé, je suis dans l'ombre. J'ai une question, en fait, je n'ai pas bien compris, c'était abordé dans le film, mais du coup, quelles alternatives sont proposées au technocratisme dans notre société? Et j'ai bien compris le concept de pensée complexe, d'essayer de penser holistique et d'approcher le problème par le plus d'angles possible pour apporter une meilleure réponse. Mais ça me semble compliqué dans la pratique, dans le sens où plus on intègre de données dans un problème, plus il est difficile à résoudre. Où est la limite et quelles sont les alternatives? Oui, là, il nous faut 1 heure de plus, là. Donc, je ne serai pas exhaustif, mais lui-même s'est mis à imaginer en quoi l'intelligence artificielle pouvait participer à l'idée d'horizontaliser la pensée au lieu de la verticaliser. Donc ça a été quand même... vous avez remarqué qu'il est quand même assez anticipateur et que c'est quand même un visionnaire, le Morin, parce qu'en 72...
poser les problèmes écolos comme il l'a fait, ils étaient très peu à le faire. Hein. Donc il a une capacité à voir le monde, à se projeter. Et il a bien vu très rapidement, justement après le passage sur le travail à l'UNESCO, comme je viens de le dire, qu'il allait droit dans un mur. C'est-à-dire qu'il pouvait intellectuellement expliquer ce qu'il ne fallait pas faire, mais il voyait bien que la mise en boîte de tout ça, ce n'était pas simple. Et je me souviens très bien, alors que l'intelligence artificielle, que le chat GPT n'existait pas, mais que l'idée qu'on pouvait aider à cette programmation horizontale était suggérée, ben lui, il a commencé à s'y mettre. D'abord, c'est quelqu'un qui manie très bien la technologie pratique. C'est-à-dire moi, j'ai des trucs WhatsApp avec lui, vidéo, parce que comme il est assez sourd, il lit sur les lèvres. Donc, il a une manière assez intelligente de lire sur les lèvres quand je lui parle, de ne pas m'écouter. Il y arrive. Et donc, sur la question de la pensée complexe, il dit la seule chance qui peut exister maintenant pour aller, parce que là, par contre, cette détermination est totale. Il dit on ne comprendra pas le monde dans lequel nous sommes et on ne réglera pas les problèmes politiques, économiques, écologiques tels qu'on les vit aujourd'hui. Ça va du problème du Moyen-Orient jusqu'à la question du nucléaire et ainsi de suite, sans mettre un ensemble de paramètres qui sont évidemment centripètes par rapport au sujet. Donc la question de mettre tout ça en musique, il dit la seule chose, c'est l'intelligence artificielle. Mais c'était il y a 10 ans. Maintenant, il n'est plus forcément dans une dynamique de pensée qui produirait peut-être un complément à ce regard assez positif, mais le fait est qu'il n'a jamais abandonné cette idée centrale de dire on va droit dans le mur si on pense pas autrement. Il faut qu'on pense horizontalement, il faut qu'on pense transversalement. Ça ne marchera pas autrement. Merci beaucoup. Merci pour la dernière question qui nous ouvre sur l'avenir aussi. Je vais remercier le théâtre qu'il va falloir libérer parce qu'à 18h30, dans 3 minutes, commence l'ouverture de la saison culturelle. Donc, merci à toutes les équipes scientifiques, les équipes d'organisation de ces rencontres dont vous devez percevoir, si vous êtes là depuis le début, mais y compris depuis l'année dernière, depuis avant, le fil rouge qu'on essaie de tisser peu à peu, ici, à Guingamp, avec toutes les interventions. Je pense qu'elles se complètent, qu'elles s'entrecroisent. Merci à tous les intervenants, tous les animateurs de table ronde. Merci à toutes les équipes techniques. Merci à l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. Et merci à tous ceux qui sont présents et qui nous ont écoutés. Merci aussi à nos étudiants parce qu'ils nous posent de vraies questions aussi pour renouveler nos pensées. Et puis j'aimerais terminer par te dire merci à toi, cher Jean-Michel. Tu termines ces rencontres avec quelqu'un qui aime tellement le mot rencontre, le mot d'informel. Et je pense que ça définit aussi tout à fait l'esprit de ce qu'on essaie de faire tous ici ensemble. Merci infiniment. Et merci à toi d'avoir inspiré tout ça.